Donc, je vais vous présenter un petit peu brièvement donc, ce qui peut vous attendre si vous venez chez nous à SuperHero. Alors, premier élément peut-être important, parce que ça correspond aussi à un certain nombre de questions que certains d'entre vous ont posées au moment pour s'inscrire au webinaire. La formation SuperHero, c'est une formation généraliste. Alors, elle travaille sur un domaine particulier, des domaines de pointe qui sont l'espace et l'aéronautique. Mais en fait, la formation, elle s'adresse d'abord à un public très, très large, partant du principe que, je dirais, si vous êtes à même de travailler dans le domaine aéronautique ou spatial, de concevoir un système aéronautique ou un système spatial, vous êtes capable de concevoir à peu près n'importe quoi. Et donc, finalement, la formation SuperHero, c'est une formation généraliste de ce point de vue-là. Alors, en pratique, ça va se traduire par quoi? Alors, dans la formation SuperHero, il y a ce qu'on appelle un tronc commun scientifique, où on retrouve, je dirais, les grandes matières que vous avez déjà rencontrées en classe préparatoire par certains côtés, donc en particulier la matière que vous appelez physique en général, et qui se décline à travers différentes parties, qui sont la mécanique générale, la mécanique des fluides ou les mécaniques des structures, mais aussi vous allez retrouver de la physique. Alors, ce qu'on appelle physique, c'est plutôt physique quantique, etc., des mathématiques encore, mais plutôt appliquées, c'est-à-dire dans le but de pouvoir résoudre des problèmes de la physique, du traitement du signal et des systèmes. Ouais. Ensuite, quand vous serez donc ce tronc commun, il se présente en première et deuxième année de la formation ingénieur. En troisième année, vous allez pouvoir approfondir en général un de ces domaines à travers ce qu'on appelle une filière d'expertise. C'est-à-dire que là, on retrouve un petit peu ces cours, enfin ces matières monodisciplinaires, mais vous allez pouvoir approfondir en allant regarder de plus près en fonction de ce que vous voulez faire plus tard comme travail en particulier. En dehors de cette formation donc, qui est commune à tous les étudiants, vous avez aussi un tronc commun qu'on appelle humanité, dans lequel vous allez quand même pouvoir commencer à choisir beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous allez avoir des projets, un projet innovation en première année, un projet de recherche en deuxième année, un projet d'ingénierie entreprise en troisième année. Vous allez avoir des cours de langue, différents cours de langue, avec une langue vivante 1 qui sera l'anglais obligatoire, mais ensuite différentes langues vivantes 2, du sport, de l'agriculture. En deuxième année, un cours sur le développement durable, des cours d'économie, des cours électifs. Alors peut-être pour un peu expliciter les choses, Jeanne, si vous voulez me dire un peu ce que vous avez choisi dans tout ça. Oui, alors moi j'ai profité du fait qu'on pouvait faire une troisième langue déjà pour commencer l'espagnol, puisqu'on est quand même assez proche de l'Espagne. Donc j'ai continué ma langue LV2 que j'avais fait avant, donc l'allemand. Au niveau du sport, il y a vraiment tous les sports possibles. Donc j'ai pu découvrir l'escrime, j'ai fait de l'escalade aussi et de la boxe. Donc voilà. Et en agriculture, donc on peut choisir des cours. Et j'ai choisi un cours sur l'histoire de Toulouse et un cours sur les podcasts. Mais il y a des cours sur sport et médias, art oratoire, écriture. Il y a beaucoup de choses différentes qu'on peut choisir. Et au niveau des cours électifs, je savais que ce qui m'intéressait, c'était plutôt la mécanique des fluides. Donc, j'ai choisi phénomène aléatoire en mécanique des fluides et approche alternative en mécanique des fluides, et puis des maths et de l'informatique. Donc, chaîne de Markov, c'est des choses très spécifiques, mais il y a aussi des électifs sur la transition énergétique ou bien les automobiles ou la propulsion éolienne, il y a vraiment, ou même la finance. Il y a vraiment des choses très variées et on peut choisir ce qu'on fait. Donc ça nous occupe tout le second semestre et c'est bien parce que c'est tout un second semestre qu'on choisit en fait. Donc c'est des choses qui nous intéressent vraiment. Voilà. Merci. Donc, effectivement, oui, comme disait Jeanne, vous avez effectivement pas mal de possibilités au niveau des cours à l'équipe. Donc, soit d'aller approfondir un petit peu des cours de tronc commun, donc avec des cours effectivement dont les intitulés ressemblent à ceux que vous avez déjà rencontrés auparavant, et puis des cours qui sont de l'ouverture complète, qui sont sur des sujets qui peuvent être totalement différents des cours que vous avez suivis auparavant. On pourrait citer aussi bio-ingénierie, par exemple, ou bien un cours qui marche très très bien, qui est planétologie, qui attire en général énormément d'étudiants, où d'ailleurs il y a des choix drastiques à faire, qui parlent beaucoup d'exoplanètes et autres, alors que bon, vraisemblablement, s'il y a un étudiant tous les 10 ans qui va travailler sur ce sujet-là, ce sera bien le bout du monde. Donc, c'est pour dire, voilà, c'est la possibilité de découvrir des choses, de se faire plaisir aussi. Alors, je parle de substitution du semestre 4 parce qu'en pratique, donc la première année et la deuxième année se ressemblent énormément.
Il y a donc un tronc commun en première partie et puis beaucoup de cours électifs sur la deuxième partie de l'année. L'expérience montre que la plupart des étudiants qui vont rentrer en première année, comme ceux qui nous écoutent ici, vont en fait substituer leur semestre 4, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne feront pas leur deuxième semestre de deuxième année sur le campus de Supaéro, mais partiront souvent dans des universités partenaires. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais c'est en fait une substitution de votre semestre 4. Si je reviens encore à la troisième année, donc on a dit tout à l'heure, en troisième année, il y avait ce qu'on appelle la filière qui est plutôt monodisciplinaire. En fait, j'approfondis un champ scientifique. Il y a aussi les domaines d'application. Les domaines d'application, c'est plutôt des transverses, c'est-à-dire c'est plus lié finalement au métier d'ingénieur, où vous allez en fait mettre ensemble différentes matières. Donc, on retrouve, je dirais, deux domaines qui sont très classiques au niveau de Supaéro, un qui est plutôt dédié aux aéronefs, l'autre aux systèmes spatiaux, mais aussi toujours en lien un peu avec la transition énergétique, le développement durable, avec un domaine qui s'appelle énergie, transport, environnement, qui parle beaucoup de ces aspects-là. Deux domaines qui sont un petit peu différents, hein, sur la neuroergonomie, enfin tout ce qui est neurosciences, intelligence artificielle, un qui s'appelle modélisation des systèmes complexes simulation, qui est très orienté mathématiques appliquées, pour ceux qui aiment bien ce genre de choses encore. Et puis un dernier sur les systèmes autonomes, où on parle de drones, par exemple, ou de missiles. Après tout ça, donc ça, je dirais, c'est un petit peu le corpus de base de ce que vous allez faire. Vous avez la possibilité d'aller un petit peu plus loin ou de colorer votre cursus par des formations un petit peu différentes. Alors, parmi les formations complémentaires classiques, il y a ce qu'on appelle les masters recherche. Donc, les masters recherche, c'est pour les étudiants, ceux d'entre vous qui se posent peut-être la question de faire une thèse après une école d'ingénieur. Alors, je me permets de faire une remarque là-dessus, d'ailleurs, dès à présent, c'est-à-dire que faire une thèse, ça ne veut pas dire devenir enseignant-chercheur après, se retrouver derrière un bureau comme moi. C'est aussi peut-être aller plus loin dans un domaine particulier pour pouvoir devenir, je dirais, expert technique. C'est quelque chose qui peut être important si vous vous dites, ben moi j'aimerais continuer à rester dans la technique, gérer une équipe de recherche. Eh bien, faire un master recherche, ça a du sens à ce niveau-là. Là où ça peut avoir également du sens, et on s'en rend parfois moins compte, c'est au niveau international. C'est-à-dire que, si vous voulez, le système international, c'est licence, master, doctorat. Un diplôme d'ingénieur à la française, que ce soit Supaéro ou ailleurs, c'est un niveau master. Si vous voulez aller au-delà, il faut faire un doctorat, c'est-à-dire il faut faire une thèse. Alors, en France, le système des écoles d'ingénieurs est bien situé dans le milieu industriel et en fait, beaucoup d'industriels estiment qu'un diplôme d'ingénieur à la française leur suffit largement. Si vous raisonnez à un niveau international, ben parfois le diplôme phare, c'est le doctorat. Je dirais, il y a certains pays qui ont tendance à accorder beaucoup d'importance à cette chose-là. Typiquement, les Allemands, par exemple. Hein, si vous prenez un docteur allemand, il le met sur sa carte de visite, il est sur sa pièce d'identité. Ça fait un peu caricatural, mais il n'empêche que voilà, le docteur et le pas docteur, c'est pas la même chose. Ouais. Après, il y a aussi la possibilité, en dehors des aspects master recherche et thèse, de faire un certificat pour approfondir tel ou tel point. Donc, chez nous, on propose quelques certificats. Donc, c'est des cours supplémentaires qui suivent les cours de troisième année avant de faire son stage de troisième année. Donc, autour de l'ingénierie ou de l'environnement, autour de la diversité de l'engagement à la citoyenneté, autour de l'ingénierie des affaires. Puis enfin, vous avez un certain nombre de stages qui sont proposés dans le cadre de la scolarité, un stage ouvrier en fin de première année. Je crois que Jeanne, vous devriez y être en ce moment, vraisemblablement. Non, j'y vais en juillet. Vous faites D'accord. Bon, sinon, il y a un stage de recherche en deuxième année et le stage de fin d'études qui est le stage d'ingénieur classique qui représente la moitié de la troisième année, le deuxième semestre de troisième année. En dehors de ces aspects-là, vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle des doubles diplômes à travers la formation Supaéro. Donc, ça peut être des doubles diplômes à l'international avec des universités partenaires américaines ou canadiennes, par exemple, mais aussi des doubles diplômes avec des institutions françaises. Alors, sur des thématiques complètement différentes, par exemple avec Sciences Po ou HEC, pour ceux qui se destinent davantage sur des aspects management. On a des doubles diplômes avec le SPCI. Bon, parmi les choses qui vont disparaître et que vous avez faites en classe prépa, il y a en particulier la chimie. Donc, on n'est pas une école dans laquelle on fait de la chimie.
il y a des gens qui se disent après coup, finalement, moi, ça me plaisait bien, tout ce qui était physique, chimie, j'aimerais bien aller plus loin là-dedans. Eh bien, on a un accord avec le SPCI et certains étudiants de Supaéro peuvent aller faire un double diplôme avec le SPCI. Et inversement, d'ailleurs, on a quelques étudiants de l'ESPCI qui viennent chez nous. Pareil avec l'ENS de Paris-Saclay et autres. Voilà. Sinon, donc, je vous parlais un petit peu de la recherche tout à l'heure. Eh bien, nous avons sur le campus un certain nombre de dispositifs qui permettent d'aller loin vers la recherche. Donc, une soufflerie aéroacoustique, bien visible depuis le périphérique, des simulateurs de vol, une volière pour les drones, des salles blanches au niveau des satellites, etc. Donc, pour vous donner une petite idée un peu globale de ce qui peut vous attendre, donc ça c'est la vision un peu globale de la formation. Donc, c'est 3 ans essentiellement. Donc, je vous avais dit, il y a un tronc commun en première et deuxième année, des cours électifs sur le deuxième semestre essentiellement, des cours d'humanité, donc art, culture, langue et sport, des cours autour de l'ingénierie, entreprise, économie. Quelque chose aussi qui va vous suivre toute votre scolarité, c'est ce qu'on appelle le parcours d'accompagnement au cursus. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de formations autour de mieux se connaître, savoir ce que l'on veut faire, finalement construire son propre cursus. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, alors il y a aussi un pavé qui apparaît là ici, c'est la césure. L'expérience montre que la plupart des étudiants qui rentrent en première année dans notre cursus décident de faire une année de césure. Cette année de césure, c'est l'occasion pour eux de faire des choses différentes. Alors, qu'est-ce qui se fait en césure si on prend les exemples classiques? C'est, par exemple, sur une formation complètement autre. Il y a des étudiants qui ont fait, je crois, une césure en biologie. Je crois que quelqu'un a dû aussi faire un CAP de pâtissier, par exemple, pour ceux qui aiment bien les gâteaux. Mais il y a aussi la possibilité de faire des stages en entreprise ou en laboratoire. Pour ceux qui se posent encore la question de faire une thèse, peut-être faire un stage en laboratoire universitaire, c'est l'occasion de se rendre compte, est-ce que ce milieu va me plaire pendant 3 ans ou pas? Ça peut être aussi, est-ce que je travaillais dans un grand groupe, est-ce que je travaillais dans une start-up? Parce que maintenant, c'est des questions qui se posent beaucoup. Faire peut-être un stage dans l'une et dans l'autre, c'est l'occasion aussi de découvrir ça de l'intérieur. Vous y passez 6 mois, vous dites, voilà, ça me plaît pas, et puis ça vous apprend des choses sur ce que vous voulez faire après. Ça peut être aussi l'occasion de faire des choses complètement différentes. Un tour de l'Europe en vélo, à pied, en train, un trek au Népal. Il y a des étudiants qui ont fait ce genre de choses, ou bien je crois que l'Australie aussi s'appelait bien pour ce genre de choses. Voilà. Donc tout ça, c'est pour dire que vous pouvez vraiment bien changer votre cursus. C'est-à-dire, si vous regardez ces 3-4 années qui sont un peu représentées globalement là, sur cette planche, en fait, ce qui va être commun à tous ceux d'entre vous, parce que vous allez tous faire, c'est le tronc commun scientifique, c'est 1 an, en fait. 6 mois en première année, 6 mois en deuxième année. Le reste, c'est à votre main. C'est vous qui allez choisir les cours électifs que vous allez suivre. C'est vous qui allez choisir même les cours de langue, les cours de sport, les cours d'agriculture. C'est vous qui allez décider ou pas de faire une césure et qu'est-ce que vous allez y faire. C'est vous qui allez choisir qu'est-ce que vous allez faire en troisième année comme domaine, comme filière et comme stage. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment la possibilité de rendre votre diplôme unique. Et l'expérience montre que, en pratique, je dirais, il ne doit pas y avoir 2 étudiants qui sont diplômés de Supaéro qui ont fait la même formation. Bon, peut-être là, je vous laisse la parole à nouveau, Jeanne. Est-ce que vous avez un petit peu des idées de ce que vous allez faire justement à travers votre parcours? Ouais. Moi, donc, je suis en première année, donc j'ai encore le temps de bien réfléchir, mais j'ai déjà un peu des idées par rapport aux matières qui m'intéressent. J'aimerais bien faire de la météo. Donc, je vais tester ça en faisant un stage, peut-être pendant mon année de césure, en météorologie. Et je sais que j'aimerais bien aller dans le nord de l'Europe aussi, donc découvrir ces pays. Et donc, je vais avoir la possibilité de moduler ça, peut-être en faisant un stage là-bas. Et donc, ouais, là, on est en pleine réflexion, les premières années, sur ce qu'on va faire. Les deuxièmes années, on les a vus partir et prendre leurs décisions. Et ouais, c'est super, on a beaucoup de liberté sur ça. C'est bien. D'accord. Et donc là, l'idée aussi, c'est à travers le parcours d'accompagnement, c'est vous aider un peu à construire vos choix. Il y a un certain nombre de points qui sont prévus aussi, de rencontres avec les étudiants de deuxième année. Enfin, donc là, je pense que vous avez déjà rencontré déjà quelques-uns qui étaient, là, je pense plutôt des étudiants de troisième année de retour de césure.
L'année prochaine, il y aura encore, pareil, des demi-journées où vous pouvez un peu discuter avec les autres étudiants de leurs expériences, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et puis, ne pas hésiter à utiliser justement le réseau des anciens élèves pour dire, j'aimerais aller à tel ou tel endroit, qu'est-ce qu'il est possible d'y faire, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que vous allez construire et qui sont pas toujours si évidentes que ça, parce que jusqu'à présent, je dirais, vous n'avez pas eu tant que ça le choix. Je dirais, vous étiez souvent bons élèves, vous êtes trouvés en classe préparatoire, vous avez passé les concours, vous vous retrouvez dans une école d'ingénieur. Et puis maintenant, il va falloir construire ce que vous allez faire, ce qui sera votre futur dans quelques années finalement. Alors, juste pour donner 2 exemples de parcours parmi des dizaines d'autres, donc voilà, Nicolas qui avait fait comme filière sciences des données la décision, un master de recherche en mathématiques appliquées, qui a dû faire une thèse, je crois d'ailleurs à Télécom Paris, sur des aspects reconnaissance d'images pour les musées. En l'occurrence, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez original, puisque c'était reconnaître des tableaux, etc. Puis il y a eu un certain nombre d'activités aussi à travers les clubs et associations, comme Charlotte de l'autre côté. Donc, qui sont allés à différents endroits, aux États-Unis, au Japon, etc. Peut-être là aussi un petit point par rapport à l'organisation de la scolarité. Donc, en fait, vous allez pouvoir rencontrer beaucoup de gens. Sur le campus, la promotion évolue beaucoup au cours des années. En première année, il y a environ 200 étudiants. Vous êtes à peu près 190 à rentrer sur concours et une quinzaine qui rentrent sur titre avec une licence. En deuxième année, vous êtes rejoint par une centaine d'étudiants supplémentaires. Vous avez énormément de doubles diplômes internationaux. Alors, les cours sont en français, ça reste des cours en français, mais avec des étudiants qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Italie, qui viennent de Belgique ou d'autres pays, d'Amérique du Sud également. Vous avez un certain nombre de doubles diplômes nationaux, comme je vous disais tout à l'heure, SPCI, mais aussi des étudiants de Sciences Po ou d'HEC qui viennent suivre des cours à super-héros, des admis sur titre qui rentrent en deuxième année, des ingénieurs qui arrivent également de Polytechnique ou de l'Est-Bretagne. En troisième année, il y a quelques polytechniciens qui arrivent. Il y a aussi des auditeurs qui viennent se greffer sur la troisième année uniquement, ce qui fait que je dirais, en première année, vous êtes à peu près 200, en troisième année, vous êtes à peu près 350. Ça fait du monde. Sur le campus, il y a aussi des étudiants étrangers. Il y a des formations qu'on appelle des masters en aeronautical engineering, qui sont des cours en fait qui sont donnés en anglais à des étudiants internationaux. Donc en fait sur le campus, il doit y avoir à peu près, je dirais au premier semestre, parce qu'après il y a les stages, facilement 1500 étudiants, dont un bon pourcentage d'internationaux. Donc là aussi, c'est des possibilités de rencontrer d'autres cultures, d'autres gens qui sont vraiment très sympas. Comment ça va se passer la scolarité? Vous avez tout un campus à Toulouse. Donc 22 hectares à peu près. C'est pas très loin du centre-ville, il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes en vélo. En tout cas, c'est le temps que je mets moi personnellement. Donc, comme vous êtes plus jeune, vous devez aller un peu plus vite. Vous avez aussi des possibilités de faire du sport sur place. Vous avez une piscine, vous avez un gymnase, vous avez un squash, vous avez des terrains de tennis, de foot, de rugby, parce que on est à Toulouse quand même, donc faut pas plaisanter avec les choses importantes. Vous avez une résidence étudiante, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'habiter sur le campus. Il y a donc 6 bâtiments, 900 chambres à peu près. Bon, l'expérience montre que beaucoup d'étudiants, en fait, les premières années, la plupart habitent sur le campus. Souvent, à partir de la deuxième année, ils se mettent en colocation au centre-ville. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est peut-être un quart d'heure, 20 minutes en vélo ou en voiture. Donc, pour beaucoup, c'est l'occasion aussi de s'installer plus près du centre-ville, de profiter de Toulouse, qui est donc l'une des premières villes étudiantes de France. On dit la première, en général, parce que il ne faut pas plaisanter non plus. Il paraît que Lyon est pas mal aussi comme ville étudiante. Voilà. Et en tout cas, qui reste par contre la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace et du rugby. Voilà. Sur le campus, donc j'ai dit, il y a une résidence étudiante, il y a la maison des élèves, donc qui est finalement un bâtiment qui vous est dévolu pour un certain nombre d'activités. Vous avez des équipements sportifs. Depuis cette année, qui a ouvert cette année, il y a ce qu'on appelle l'aérotech, qui est sur le dessin, là, le Learning Center, donc la nouvelle bibliothèque de l'école, qui est vraiment un grand bâtiment qui est très, très sympa. Je crois que les étudiants s'en sont très vite emparés. En tout cas, il y a plein de salles qui vous permettent de travailler, de vous réunir, de faire plein de choses. Il y a des livres, des DVD, des bandes dessinées, des mangas, plein de possibilités. Le campus a été
bien rénové, je dirais, depuis 1 an. Et puis ben, il y a tous les clubs étudiants. Alors, je vais peut-être laisser Jeanne m'en parler parce qu'elle connaît mieux que moi. Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, il y a des clubs très différents. Donc, en gros, la vie associative, elle va s'organiser globalement autour de l'association des arts, l'association des sports et l'association des élèves. Et au sein de ces associations, il y a beaucoup de clubs. Donc, par exemple, les sports, bon, il y a à peu près tous les sports qui sont représentés, que ce soit rugby, foot, aviron, escalade, même alpinisme. Et il y a des particularités un peu à super-héros parce qu'on a la chance de pouvoir faire, si on veut, du parapente ou du parachute ou du planeur, par exemple. Au niveau de l'association des élèves, il y a aussi beaucoup de clubs. Par exemple, il y a Super Hero for Earth qui va être l'association dédiée à l'écologie. Donc, par exemple, moi, je suis présidente de cette association et j'adore faire ça. Et finalement, en première année, tout le monde s'occupe un peu d'une association parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Au sein de l'association des élèves, il y a aussi, par exemple, il y a la junior entreprise. Il y a une association qui va être un journal pour l'école, donc qui va donner des nouvelles. Au sein de l'association des arts, il y a Art Culinaire qui va faire de la cuisine, mais aussi un club cinéma, un club photo, un club théâtre, improvisation. Il y a vraiment beaucoup de choses, un club fromage. Et il y a aussi des clubs Bretagne, Occitanie. Enfin, il y a vraiment beaucoup de clubs et la vie associative de super-héros, c'est vraiment un atout pour l'école parce que ça vit vraiment. Enfin, il y a tout le temps des choses qui se passent. Et ça, c'est vraiment super. Il y a aussi des grands événements qui sont organisés comme le gala ou bien une compète d'aviron ou un raid ou une compétition sportive avec l'ENAC qui s'appelle les EAG. Donc, on a la possibilité de s'impliquer dans tout ça et c'est vraiment un plaisir parce qu'on développe des compétences en parallèle de l'école. C'est vraiment super. Voilà ce que je pourrais dire. Là, on voit la fanfare, par exemple, sur, euh, sur l'image. Hier, pendant la fête de la musique, la fanfare, ils sont allés jouer en ville, de partout dans Toulouse. Enfin, c'est vraiment... Il y a plein de choses qui se créent à côté des cours. C'est super. Oui, d'ailleurs, je crois que la fanfare de l'école est très reconnue sur la région sud-ouest. Hein. Elle se déplace assez facilement à des endroits. Enfin, c'est pas seulement des étudiants qui font de la musique dans leur coin ici sur le campus. Ça déborde très largement le cadre de l'école à ce niveau. Oui, tout à l'heure, vous disiez il y avait des possibilités de faire du planeur. Effectivement, il y a aussi la possibilité pour les étudiants en première année de s'inscrire pour faire le brevet de PPL, là, le brevet de pilote, effectivement. Donc là aussi, c'est une possibilité qui est offerte aux étudiants super-héros. Je crois que là, on arrive à peu près à la fin de notre présentation, donc pour dire que on est dans un monde en pleine transition. Effectivement, on parle beaucoup d'écologie. Le domaine aéronautique et spatial, suivant les cas, domaine aéronautique en particulier, peut être présenté de façon négative, de façon positive. Bon. Ce qu'on peut se dire, c'est quand même que l'on aura du mal à vivre sans aéronautique. De toute façon, à partir du moment où les gens ont pris les habitudes de se dire on peut se déplacer loin, on a envie de continuer à le faire. On ne va pas forcément vouloir le supprimer. Et donc, finalement, l'enjeu, c'est de dire il faut construire l'avion du futur. Et vraisemblablement, Super-Héros, c'est le lieu où vous pouvez faire aider à cette construction-là. C'est-à-dire que, je dirais, il peut y avoir deux choix. Je dirais, si je caricature un petit peu, c'est OK, c'est foutu, il faut aller cultiver ses chèvres dans le Larzac, et puis attendre que ça se passe, et on quitte le système. Bon, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est de se dire, voilà, vous êtes des gens intelligents, vous êtes capables de construire une nouvelle société plus tard, eh bien, vous allez apprendre et vous allez changer les choses de l'intérieur. Et moi, j'y crois beaucoup. Et j'espère que vous voudrez jouer à ce jeu-là, justement. Voilà. Alors, à partir de là, je crois qu'on va passer aux questions. Donc, je vais quitter le partage d'écran. Voilà, et donc on va essayer de répondre aux questions. Alors normalement, nous, on nous envoie un certain nombre de questions. Donc, alors la première question que je vois apparaître, donc c'est sur les masters recherche. Donc là, en l'occurrence, c'est sciences de l'univers. Est-il redondant avec la formation ingénieur? Donc par rapport au master recherche, donc peut-être effectivement un petit détail qui est valable pour tous les masters recherche. En l'occurrence, ce sont des formations qui sont cohabilitées avec super-héros. Ça veut dire qu'en général, vous allez suivre la filière associée, donc les cours à super-héros, et
et éventuellement quelques cours à l'université Paul Sabatier, qui est juste à côté de Super-Héros. Donc, souvent, c'est 40 ou 50 heures de plus de cours à suivre qu'il va falloir valider, en plus donc des cours de la filière. Donc, c'est complémentaire. Ce qui va aussi avoir comme conséquence, c'est que vous allez devoir faire un stage à connotation recherche. Pas forcément dans un labo universitaire, ça peut être en entreprise. Beaucoup d'entreprises proposent des stages qui ont une vraie composante de recherche. Et donc, le stage doit être validé pour être accepté à la fois comme stage pour notre formation super-héros et comme stage pour le diplôme de master. Donc, en fait, si vous voulez, les deux formations se font en même temps et se font avec, je dirais, un coût relativement limité en termes de temps passé. Alors, deuxième question que je vois apparaître, c'est y a-t-il d'autres débouchés que les métiers liés à l'aéronautique et le spatial? Bon, bah là, oui, la réponse est oui, clairement. C'est-à-dire que si on prend les choses au niveau des étudiants, d'après les études que l'on fait au moment où les étudiants rentrent, on leur demande pourquoi vous avez choisi super-héros, il y en a, je dirais, à peu près la moitié qui disent oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aéronautique, c'est le spatial. Puis une moitié que ça n'intéresse pas plus que ça, soyons clairs. Au niveau des sorties, ben, il y en a à peu près la moitié. Alors, c'est pas forcément les mêmes. D'ailleurs, j'imagine qu'il y en a qui doivent trouver leur voie et dans un sens ou dans l'autre, qui travaillent dans le domaine aéronautique et spatial. Mais il y en a aussi une moitié qui travaillent dans des domaines complètement différents. Donc, ça peut être la construction automobile. Il y en a quelques-uns qui ont été travaillés en Formule 1, par exemple. Là aussi, c'est un truc un peu spécial, mais c'est possible. Qui travaillent dans le conseil, qui travaillent enfin dans des tas de choses différentes, la banque ou autre. Donc, tout est possible à la sortie de l'école, vraiment. Alors, bon, la renommée de super-héros à l'international. C'est pas forcément évident de le savoir. Je crois que les écoles d'ingénieurs à la française, de façon générale, sont pas très connues au niveau international. Soyons clairs. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a énormément de regroupements qui se font à travers des grands ensembles. On parle de Paris-Saclay, ici on parle de l'Université de Toulouse. Super-Héros fait partie d'un ensemble d'écoles qui s'appelle le groupe ISAE, de façon là aussi à être plus reconnu. On est en plein rapprochement avec l'ENAC, qui est une autre école d'aéronautique qui est située en fait à 200 mètres de Super-Héros, enfin de l'autre côté de la rue en l'occurrence. Donc avec l'ENAC, on peut dire qu'on fait un pôle de formation autour de tous les métiers de l'aéronautique et de spatial, que ce soit la conception ou l'utilisation, la gestion de ces systèmes-là, qui est de taille mondiale au niveau du nombre d'étudiants formés. Voilà. Après, la reconnaissance internationale, c'est pas toujours évident, parce que je vous dis, les écoles à la française, même quand elles ont beaucoup d'étudiants, en fait, par rapport à une université où il y a 10 000 étudiants ou 20 000 étudiants, on reste des nains, soyons clairs. Donc voilà, j'aurais du mal à dire. Je pense qu'on est connu à certains endroits, certainement, parce qu'on a eu des liens avec eux, on est en lien direct avec un certain nombre d'universités aux États-Unis ou ailleurs, donc les liens se sont créés, ils nous connaissent. Et du coup, ça permet de faire des échanges. Les possibilités autour de l'alternance, ça va, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Enfin, disons en tout cas qu'il y a une formation d'ingénieur par apprentissage, donc qui n'est pas la formation super-héros dont on parle là aujourd'hui, qui est une formation donc donc vous travaillez à mi-temps en entreprise, à mi-temps à suivre des cours, qui est plutôt autour de là vraiment orienté aéronautique et spatiale, mais plutôt au côté ingénierie, enfin génie industriel pour l'aéronautique et le spatial. Après, par contre, ce qui est possible, si on reprend la formation ingénieur super-héros, c'est que certains étudiants peuvent faire leur 3e année de la formation en contrat professionnalisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en lien avec une entreprise, ils signent un contrat qui dure 1 an, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de travailler dans l'entreprise après l'année en question. Ils vont commencer à travailler dans l'entreprise pendant le 1er semestre de 3e année. Pour ça, ils sont dispensés de la partie qu'on appelle domaine dans la formation ingénieur. Donc, ils vont suivre la filière.
Ils vont travailler en gros 2 jours par semaine, c'est le temps qui est dévolu au domaine pendant le premier semestre. Ils feront le reste de la formation super-héros, sinon sur le premier semestre. Et puis leur deuxième semestre, ils font le stage dans l'industrie en question. Voilà à peu près. Donc, et là, ils sont payés pendant toute l'année. Donc mieux peut-être qu'un stage classique. Ils sont aussi, l'entreprise prend en charge l'inscription à l'école. Donc ça, c'est une possibilité d'alternance qui existe, mais uniquement au niveau de la 3e année de la formation. Alors, doit-on être passionné par l'aérospatiale pour rejoindre l'ISAE super-héros? Bonne question. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Jeanne? Bah, c'est bien si ça nous intéresse, mais on n'a pas besoin d'être passionné. Enfin, moi, j'étais ni passionnée par l'aéronautique, ni par l'aérospatiale. Les cours, ils m'ont intéressée. Et non, je pense pas que c'est un prérequis. Après, c'est toujours bien, c'est agréable quand on suit des cours sur le spatial et qu'on aime ça. Mais c'est pas une nécessité. C'est ça, je pense qu'il y a des cours, bon, disons que dans un certain nombre de cours, il y a peut-être des exemples qui, du coup, vont être tirés de l'aéronautique, vont être tirés du spatial. C'est vrai que dans le cours de mécanique générale, par exemple, il y a une partie qui est associée à la mécanique spatiale, un autre à la mécanique du vol, qu'on ne trouverait peut-être pas autant dans d'autres écoles. Mais ceci étant, on peut dire aussi que c'est un exemple d'application de la mécanique rationnelle, et puis voilà. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est-à-dire que c'est finalement, on illustre avec un exemple issu du domaine aéronautique, issu du domaine spatial. Je pense que le point important, sinon, c'est de se dire, voilà, ce sont des systèmes complexes, et être capable de gérer un système complexe, gérer la complexité de différentes matières qui doivent interagir entre elles, être capable de dialoguer avec des gens qui sont de cultures différentes, c'est un peu ce qu'on essaye de construire aussi à travers notre formation. Et si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui est valable ailleurs que dans le domaine aéronautique, ailleurs que dans le domaine spatial. Alors, quelqu'un qui dit « Je souhaite faire plus de physique, de mécanique et des sciences industrielles plutôt que des maths en école d'ingénieur. » Bon, il se trouve que je suis prof de maths, donc je vais pouvoir parler des mathématiques. Donc, si vous voulez, en mathématiques, il y a ce qui est comme pour les autres matières, d'ailleurs, que ce soit la physique, la mécanique de ceci ou de cela. Il y a le cours de tronc commun, tout le monde y passe. Après, un cours de tronc commun sur les 2 années, c'est, je dirais, pour donner une idée, 120 heures. En gros, 120, 130 heures suivant la matière. Si on reprend les cours électifs dont on parlait tout à l'heure, les cours électifs de première année, c'est 3 modules de 30 heures. Donc, ça représente 120 heures également. En deuxième année, ça en représente à peu près autant. C'est en fait 110. Une filière de troisième année, c'est 240 heures. Un domaine, c'est 140, 640. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire le strict minimum en mathématiques, vous en ferez 120 heures, et puis tout le reste, vous pourrez faire ce que vous voulez. Si inversement, vous dites, je suis un fanat de maths, hein, il y a des pervers partout, vous pouvez en rajouter. Donc, dans les enseignements électifs, il y a des enseignements de mathématiques. Si vous voulez doubler la mise et faire 240 heures de maths à travers les enseignements de tronc commun plus les enseignements électifs, c'est possible également. Mais si vous voulez faire davantage de physique, c'est possible. Vous choisissez de faire des électifs de physique. Ou bien vous choisissez, comme Jeanne le disait tout à l'heure, des électifs de mécanique des fluides. C'est-à-dire que le tour de tronc commun, il doit faire en première année 60 ou 70 heures. Et vous pouvez, je dirais, doubler la mise avec les électifs. Donc, c'est vous qui choisissez, si vous voulez. Le truc obligatoire, c'est le tronc commun. Après, vous pouvez, en fonction de vos centres d'intérêt, aller beaucoup plus loin, ou au contraire, je m'arrête au strict minimum, j'ai fait ce qu'il fallait, et je fais autre chose à côté. Voilà. Alors, quel retard un élève de PC par rapport aux étudiants ayant continué en SI, en prépa, existe-t-il des manières de le rattraper? Là, comme vous venez de PC, je crois que je vais vous laisser la parole. Alors déjà, il y a quelques matières où on a un petit peu d'avance, comme la mécanique des fluides. Sinon, la mécanique générale, bon, il y a un cours que typiquement les psys, ils ont fait presque en entier, et nous, non, on le découvre. Mais ce qui est super, c'est que donc déjà, on va être en binôme dans les petites classes, donc les groupes de TD. Et souvent, on se met avec quelqu'un qui ne vient pas de la même filière que nous, et donc il peut nous compléter, en fait. Donc, par exemple, moi, j'étais avec une binôme qui venait de psy, et elle a pris du plaisir à m'expliquer toutes les sciences d'ingénieur, tout ça. Et j'ai pas été en grande difficulté, quoi. Et on peut poser nos questions et on progresse. Donc forcément, les psys, ils avaient un peu d'avance. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a plus qui sont pris à l'école, je pense. Et mais j'ai pas ressenti ça comme une grosse difficulté, quoi. Mais il y a une petite différence quand même. Forcément, les MP, ils sont en avance aussi en maths. Enfin,
C'est ça. Je pense effectivement que bon, peut-être les maths, c'est une matière un peu clivante de ce point de vue-là, parce que c'est vrai qu'il y a des mathématiques, en particulier la partie analyse, qui correspond davantage à des étudiants venant de MP, mais je crois que la plupart des étudiants valident malgré tout les maths sans énormément de difficultés. Bon, plus ou moins facilement, je reconnais, mais ça reste quand même raisonnable. Euh, Effectivement, à l'époque, existait des harmonisations, on les a supprimées complètement parce que l'expérience montrait que finalement, elles n'arrivaient pas forcément au bon moment. Et c'est plus le fait de travailler en équipe, de travailler avec des gens d'autres filières qui permet d'avancer, je pense. Après, si on parle des admis sur titre, plus spécifiquement, des gens qui rentreraient en première année avec une licence, par exemple, on a mis en place en première année un tutorat pour ces élèves-là, donc qui est fait par des élèves de deuxième année qui viennent en fait donner en quelque sorte des petits cours à ces élèves-là pour les aider. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Bon, moi je dirais, l'expérience montre que si les gens sont sérieux, ça se passe bien. Il va y avoir un petit problème, éventuellement un rappel ou des choses comme ça, mais la plupart valident. Je veux dire, je dirais qu'en général, c'est rarement des problèmes de niveau, c'est plus des problèmes de. Bon, ben, on sait que quand on arrive après les classes prépa, on a envie de moins travailler éventuellement. Bon, ben, ceux qui vont trop loin dans cet excès-là, éventuellement, peuvent avoir des difficultés. Ou sinon, normalement, je dirais là, si vous êtes suffisamment sérieux, vous validerez, vous serez diplômé super-héros au bout de 3 ou 4 ans si vous avez fait une session par exemple. Alors là, on parle de questions aussi sur les liens au niveau du groupe ISAE. Alors, en fait, il n'y a pas de double diplôme avec les autres écoles du groupe ISAE. Où intervient le groupe ISAE? Je dirais, bon, d'abord au niveau externe, c'est-à-dire au niveau visibilité à l'international, peut-être. Ça, c'est vrai que pour vous, les étudiants, ça ne change pas grand-chose. Là où il y a quelque chose qui est présent, mais ça dépend si vous faites ici votre semestre 4 ou pas, c'est qu'il y a parmi les enseignements électifs de deuxième année, il y a ce qu'on appelle la semaine de mobilité, c'est-à-dire un module qui fait une vingtaine d'heures, qui est concentré sur une semaine et qui est partagé entre les différentes écoles du groupe ISAE. C'est-à-dire qu'un étudiant, les différentes écoles proposent différents cours électifs et en fait, vous choisissez le cours électif dans l'école que vous voulez. Donc, ça fait tout un brassage d'étudiants du groupe ISAE. Il y a aussi la possibilité pour certains élèves d'aller suivre leur troisième année, par exemple, à Super-Héros. Donc, je sais qu'on a quelques étudiants de l'ANSMA, et peut-être de SUPK aussi cette année, qui viennent faire leur troisième année à Super-Héros. Ceci étant, ce ne sera pas un double diplôme. En fait, ils seront diplômés de l'ANSMA ou ils seront diplômés de SUPK, mais en ayant fait leur troisième année à Super-Héros. Il n'y a pas en plus tard de double diplôme en tant que tel. Bon, il y a une question aussi, je vais peut-être renvoyer aussi la balle à Jeanne, puisque c'est sur la place de l'écologie, du développement durable. Ah. Ouais, si vous voulez peut-être en redire un mot. Ok. Déjà, c'est quand même présent, parce que quand on arrive à l'école, on commence par faire une fresque du climat. Donc, vous verrez si vous venez ce que c'est, mais en gros, on voit un peu les enjeux climatiques. On fait aussi un atelier low-tech, donc on va découvrir comment construire une turbine à eau avec une roue de vélo. Et donc, on parle de ça dès qu'on arrive. Et ensuite, en deuxième année, donc moi, j'ai pas encore suivi ces cours, mais on va avoir des cours de développement durable je crois que c'est un module de 20 heures ou 30 heures. Et donc là, on va en discuter. Et d'ailleurs, c'est en constante évolution parce que là, au niveau de la formation, on réfléchit à comment intégrer encore plus ça dès la première année. Donc, c'est vraiment un souci que se fait l'école, en tout cas, en ce moment. Et c'est en train d'évoluer. Et d'ailleurs, une preuve, c'est que là, au Salon du Bourget, cette semaine, ils ont beaucoup parlé de ces enjeux-là. Au niveau de l'aéronautique, c'est vraiment pris en compte. Et donc, il y a quelque chose à faire aussi au niveau de l'enseignement et qui est déjà en cours. Voilà. Et après, il y a aussi les associations. Il y a un pôle écologie au bureau des élèves et Super Hero for Earth. Donc, on va organiser des conférences. Il y a un potager. On organise des débats aussi. Il y a une AMAP, donc une distribution de légumes locaux. Il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau du campus et c'est super s'il y a de plus en plus d'élèves qui peuvent s'impliquer à ce niveau-là. En tout cas, il y a toujours de la place pour des idées et des projets. Voilà. Merci. Je dirais effectivement
Une partie des choses est du ressort des élèves des associations étudiantes. Je crois qu'il y a aussi la semaine Campus Vert qui est aussi organisée par vous, enfin qui permet de faire un certain nombre de choses. Comme ça, à travers aussi des conférences, c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des cycles de conférences qui sont organisés au niveau de l'école, donc des personnes qui viennent parler, entre autres, d'enjeux de type développement durable et pas que. Voilà. C'est vrai que d'un point de vue strictement scolaire, bon, il y a des enseignements électifs qui relèvent du développement durable. Je crois qu'il y a un électif transition énergétique, Énergétique, ouais. transition écologique en première année. Il y a, enfin, il y en a différents aussi sur la propulsion éolienne, etc. Il y en a en deuxième année. Il y a un cours de tronc commun de deuxième année de développement durable qui existe. Et je vous disais, en troisième année, il y a, à travers le domaine énergie, transport, environnement, des cours qui sont autour du développement durable également. Voilà. Donc, alors, on pourrait certainement faire mieux. Je pense qu'on va essayer d'en faire un peu plus parce que typiquement, dans les enjeux que l'on sent, il faudrait qu'il y ait aussi un cours autour des aspects développement durable et enjeux environnementaux dans le tronc commun de première année. Bon, c'est jamais très simple à mettre en œuvre. Hein. J'avais l'occasion de voir à travers les débats qu'on a pu avoir en tant que délégué de promo que, bon, c'est pas toujours simple de faire bouger les choses, enfin, tout cas d'une année sur l'autre, parce qu'il y a quand même une certaine inertie. Donc, je pense pas que l'année prochaine, malheureusement, en première année, il y aura encore un cours de développement durable, mais ça fait partie des choses que l'on a envie de mettre en place, je dirais, à l'échéance de 2 ou 3 ans, que cet aspect-là prenne peut-être plus de place dans le cadre de la formation, aussi dès la première année. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuité, finalement, entre un cours en première année, deuxième année et la troisième année. Voilà. Alors, il y a une question sur les stages aussi, comment se présentent les différents stages. Donc, effectivement, il y a une période et une durée bien déterminée. C'est-à-dire que le stage ouvrier, c'est 4 semaines. C'est en première année, en gros, après la fin des cours. Donc, les cours se terminent à peu près mi-juin. Donc, le stage ouvrier peut commencer aux alentours de la mi-juin. Donc, il pourrait durer de mi-juin jusqu'à mi-juillet ou bien plus tard, suivant les obligations que vous avez ou les vacances que vous aviez prévues. Donc, en tout cas, il doit durer 4 semaines minimum. Si vous voulez faire durer plus longtemps, vous avez le droit, bien sûr, mais c'est 4 semaines. Le stage de recherche de deuxième année, il dure 8 semaines et lui, il commence début mai. C'est-à-dire que les cours de deuxième année se terminent complètement aux alentours du 8 mai. Et donc, vous avez 2 mois, en gros, le mois de mai, le mois de juin, pour faire le stage recherche. Voilà. Le stage de fin d'études, on n'en parle pas, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en gros 5 mois sur la troisième année à partir de début avril. Qu'est-ce que le Fab Lab? Qu'est-ce que le Fab Lab? Alors, c'est un endroit, enfin, c'est tout un bâtiment qui a été construit au niveau de l'école, enfin, qui a été mis en place, je crois que ça doit faire 1 an ou 2 maintenant, qui permet à différents organismes, aux associations étudiantes, il y a des startups dans l'école également qui peuvent un peu prototyper un certain nombre de choses. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle un Innov Space. Donc, un lieu dans lequel il y a des outils, il y a des possibilités. Je crois qu'il y a une machine, des imprimantes 3D, des choses comme ça. Donc, pour pouvoir prototyper dans le cadre de projets scolaires, dans le cadre de projets extrascolaires, un certain nombre de choses, en lien éventuellement avec les startups. Alors, est-ce qu'à travers un cursus plutôt orienté en mathématiques à super-héros, il est possible de sélectionner certains cours électifs plutôt orientés vers l'astrophysique pour ensuite accéder à ce domaine à la sortie de l'école? Oui, oui, oui. De toute façon, moi, je dirais, ceux qui sont vraiment intéressés par l'astrophysique, en général, font la filière de troisième année qu'on appelle observation de la Terre, parcours sciences de l'univers. Ils peuvent faire en parallèle un master recherche en lien avec l'astrophysique également, pour pouvoir justement faire une thèse dans l'astrophysique après l'école. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait pour un certain nombre d'étudiants. Donc, après, je ne sais pas s'il faut faire spécialement des cours de mathématiques en plus. Je crois que c'est beaucoup plutôt des cours de physique. Alors, y a-t-il d'autres événements que l'intégration pour rythmer la vie étudiante tout au long de l'année? Alors là, pareil, je passe la parole à Jeanne. Oui, il y en a vraiment beaucoup. La vie étudiante, elle est vraiment rythmée toute l'année. Donc, il y a différents événements, gros événements qui
qui vont marquer ça. Il y a les campagnes, il y a tous les événements sportifs qu'on organise, donc au niveau Super Héroïne, la compagnie d'aviron, le raid, comme je vous disais tout à l'heure, ou la compétition sportive avec l'ENAC. Mais il y a aussi, en fait, il y a des soirées qui sont organisées par les clubs toutes les semaines. Donc, c'est les clubs qui vont se positionner sur un soir et qui vont dire ce soir, c'est moi qui réquisitionne le foyer. Donc, c'est la salle où on fait nos soirées et qui va dire j'organise ça. Donc, autour, par exemple, si le club aviron il décide de faire une soirée, ça va être le thème, ça va être l'aviron ou le club art culinaire. Et donc, il y a vraiment des choses tout le temps, tout le temps. Et après, bon, il y a les grandes compétitions sportives qu'on fait avec les autres écoles. Donc, à Centrale Supélec, à Centrale Lyon, à Centrale Marseille, il y a des grands événements comme ça. Donc, la vie étudiante, elle est vraiment rythmée tout le temps. Et après, c'est au club d'organiser des choses aussi, quoi. Donc, ça, c'est un truc qu'on a vraiment appris cette année, qu'on faisait pas du tout en prépa, c'est d'organiser des événements et c'est super, en fait. Voilà, je crois qu'il y a effectivement beaucoup de choses. Alors, ça peut être effectivement soit au gré d'une soirée, là, quand je vois passer des affiches aussi, ou bien alors le club Liban ou des choses comme ça, c'est-à-dire, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, il y a pas mal d'étudiants étrangers, donc de temps en temps, j'ai l'impression qu'ils organisent des choses à travers des repas à thème, typiquement. Ça peut être un peu aiguillonné, je dirais, par l'école à travers justement, on parlait tout à l'heure de la semaine Campus Vert, je crois qu'il y a aussi des intercultural workshops ou des choses comme ça, enfin des choses interculturelles, donc qui permettent un peu aux étudiants de se mélanger davantage. Je crois qu'il y a une semaine interculturelle, Oui. des thématiques. Enfin voilà, disons qu'il y a. Donc ça, c'est en lien peut-être plus direct avec l'école, mais en même temps, c'est du ressort des activités étudiantes. Donc effectivement, je crois que vous vous ennuyez pas en fait. Hein. Non, il n'y a pas une semaine sans qu'il se passe quelque chose. Hein. Voilà, c'est En tout ça. cas, il n'y a pas de peur à avoir à ce niveau-là. Non, je pense pas. Il y a aussi, parmi les grands événements de l'année, il y a quand même les campagnes BDE Ouais. qui durent une dizaine de jours, souvent un peu après les vacances de novembre, qui sont l'occasion aux futures listes. Donc, il y a le bureau des élèves, le bureau des arts, le bureau des sports, de se présenter, d'organiser des gigantesques petits déjeuners et autres activités plus ou moins différentes. Je sais plus, il y a eu quoi, des combats de gladiateurs, Ouais, il y a plein de choses. Il y a un barbecue, il y a des barbecues, des soirées des à thème. soirées. Enfin, bref, voilà. Donc non, je pense qu'il y a de quoi faire. Oui. Puis de temps en temps, si vous avez le temps, vous pouvez venir en cours aussi. Mais vraiment, si vous avez le temps, hein. J'avais bien compris. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-il possible de faire une troisième année de licence de physique à l'université dans la première année en parallèle? Alors ça, c'est une question que j'ai eue souvent, plus en maths d'ailleurs, peut-être parce que je suis prof de maths. Bon, ça, c'est très difficile. Très honnêtement, c'est compliqué parce que l'emploi du temps, il est quand même très chargé, malgré tout. Alors, si en plus vous avez envie d'avoir un peu de vie associative, ce que je ne peux que vous conseiller, faire une licence en parallèle, c'est pas facile. Bon, de toute façon, ce qui est clair, c'est que l'emploi du temps est tel que vous avez du mal à aller suivre des cours à l'extérieur. Donc, voilà, ça c'est la première chose. Alors, il y a la possibilité de faire des licences par correspondance. Je sais que des étudiants l'ont fait, donc ont été suivre des cours par correspondance. Moi, je dirais, la question, elle est de savoir qu'est-ce que vous cherchez à faire, en fait, à mon sens. C'est-à-dire, si le but, c'est de suivre les cours, parce qu'on a envie de connaître un peu ce qui se passe, et pas juste de bosser pour bosser, limite, l'idée, ce serait plus, à mon sens, d'utiliser les cours électifs qui vous sont proposés pour approfondir tel ou tel sujet. Parce que là, comme ça, vous aurez les cours en présentiel avec les profs. Ça peut être utilisé l'année de césure pour aller suivre une formation complémentaire qui nous fait plaisir. Toujours pareil, si je reprends l'exemple de l'astrophysique de tout à l'heure, ça fait partie des grands classiques aussi, parce que je dis, il y a un certain nombre d'étudiants, là, depuis quelques années, qui s'intéressent beaucoup à l'astrophysique, qui vont par exemple suivre une licence ou un master 1 ou 2 à Paris-Orsay en physique ou en astrophysique pendant leur année de césure. Donc, moi, je pense que c'est plutôt ce genre de choses qu'il faut envisager. Parce que de toute façon, si c'est juste pour avoir, je dirais, le papier, j'ai la licence de physique, bon, je ne sais pas si ça vous apportera grand-chose en plus. De toute façon, vous allez avoir le diplôme de super-héros. Donc, voilà. Si c'est plus la curiosité, moi, je dirais souvent, c'est ça qui vous motive et c'est suivre les cours. C'est plutôt utiliser ce qui vous est proposé à travers les électifs, à travers les années de césure ou les choix que vous ferez, honnêtement.
Alors, faut-il très bien réussir les oraux Minpon pour rentrer à super-héros? Est-ce que c'est vraiment très sélectif? Là, je ne sais pas trop quoi dire. Oui, je crois que bon, l'école, enfin super-héros est dans les 4-5 premières écoles du concours Minpon, si vous voulez, c'est-à-dire que suivant les années, les filières et le nombre de places, bon, disons, il y a l'école des mines de Paris en tête, et puis après les ponts, et puis après il y a Télécom, Super-Héros, Ensta, qui sont un petit peu dans la même mouvance. Alors peut-être avec, je pense que Super-Héros est un peu devant au niveau des PSI, c'est-à-dire que je crois que les PSI privilégient Super-Héros. Je pense que Télécom est plus privilégié par les MP. Voilà, PC, je crois que ça se joue à peu près pareil. Donc, ouais, donc faut quand même bien réussir le concours, mais après j'aurais du mal à dire comme ça qu'est-ce qu'il en est. Probabilité de croiser Thomas Pesquet une fois dans sa scolarité. Je sais pas, vous l'avez vu vous ou pas, Jeanne? Oui, bah, Vous j'ai l'avez vu vu? la semaine dernière au Bourget. Et Voilà. sinon, bah, les deuxièmes années, ils l'ont vu l'année dernière aussi. Il est venu à Super-Héros. Je crois qu'il est revenu cette année. Non, bah, c'est possible. Il me semble que c'est assez Mm. régulier. Alors, de façon un peu indirecte, je sais qu'il avait fait une fois ou deux, quand il était dans la station spatiale internationale, une sorte de, je sais pas quoi, de visioconf avec Super-Héros en tant que tel. Donc, il y avait un amphi plein à craquer, peut-être même deux. D'ailleurs, je sais pas si c'était pas retransmis dans les deux amphis. Enfin, bref, où il s'était mis en dialogue avec les étudiants de Super-Héros. Il était aussi, je crois, le parrain d'une des promos qui est sortie il y a 2-3 ans. Mais bon, là, il va pas être parrain de toutes les promos, ça va être un peu difficile pour lui. Donc, voilà. Mais par contre, ça fait partie du possible. On a aussi vu Sophie Adno cette année. Donc, nouvelle astronaute, on a pu la C'est rencontrer. vrai qu'il y a aussi oui, une future astronaute qui est suite de super-héros. Effectivement. Oui, tout à fait. Ah. Sur les oraux, là, on me dit, j'aimerais avoir le retour de Jeanne sur les oraux. Qu'est-ce que vous en avez passé, vous qui avez passé les concours? Euh, Bah, moi, je Vous me savais que je donnez voulais des petits conseils, peut-être, des trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? donc moi, je savais que je voulais une école sur Minpont. Mes euros, bah, je les avais déjà passés en 3,5 et ça s'est super bien passé en 5,5. J'ai eu des examinateurs qui m'étaient en confiance. Mon oral de maths, il a duré 2 fois plus que ce qu'il devait durer. Non, c'est vraiment, bah, c'est comme ce à quoi m'avaient préparé les profs, quoi. On était vraiment, je savais comment ça allait se passer et ça s'est passé comme ça devait se passer. Donc, je sais pas si ça peut aider. J'ai eu un petit couac en TIPE, mais bon, en gros, c'est possible de faire des petites erreurs et puis de réussir quand même, quoi. Globalement, ça s'est bien passé. Après, des conseils, oui, bon, c'est un peu facile à dire, mais euh, pas trop stresser, bien respirer avant de rentrer, se dire qu'on sait faire tout ça parce qu'on s'est entraîné pendant 2 ans, en fait. On sait faire normalement. Enfin, forcément, on fera quelque chose. Il faut partir de quelque part. Si on est démuni devant sa feuille, bah, on part de quelque part, on dit ce qu'on sait, et puis après, on est lancé, on peut dialoguer avec l'examinateur et puis, et puis dérouler des choses finalement. C'est pas possible de rester sans rien faire. Enfin, il y a toujours un truc à dire. Bon, voilà. Merci. Donc, là, une question, pareil, toujours sur les oraux, enfin, les concours. Oui, donc, effectivement, le nombre de places de MP a légèrement baissé parce qu'on a ouvert quelques places en MPI. C'est une nouvelle section qui s'appelle Maths Physique Informatique qui a ouvert cette année. Donc, on a dû ouvrir une dizaine de places en MPI et du coup, on a diminué d'une dizaine le nombre de places en MP. Voilà. Donc, se référer aux statistiques du rang du dernier admis, oui, ça donne une idée, mais c'est difficile de présager de ça parce que ça dépend aussi de comment les étudiants de cette année vont se situer, quels choix ils vont faire. Donc, moi, je sais pas quelles sont les stratégies de classement sur SCEI, j'ai du mal à dire. Parce que de toute façon, vous avez toujours la possibilité de dire oui, mais, c'est-à-dire d'attendre de savoir un petit peu comment ça se passe au niveau des appels. Donc, moi, je dirais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à classer les écoles dans l'ordre qui vous intéresse vraiment et puis regarder un peu comment ça se présente. Mais bon, là, c'est plus de mal à dire. Alors, est-il possible d'effectuer des stages à l'étranger lors de formation? La réponse est oui.
C'est-à-dire qu'il y a des aides, hein, effectivement, il y a un career center, il y a tout un centre pour aider à trouver des stages. Alors, après, je dirais, il y a stage et ça dépend un petit peu de ce que vous cherchez à faire. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, la commission du titre d'ingénieur oblige tout étudiant qui fait une école d'ingénieur maintenant en France à avoir une certaine expérience internationale. Je crois que la CTI demande 17 semaines minimum, c'est-à-dire à peu près un semestre, un trimestre. Donc, chez nous, à Supaéro, la plupart des étudiants valident cette obligation internationale en utilisant la substitution du semestre 4. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont suivre un semestre de cours à l'étranger et ils remplacent un des semestres de la formation par ce semestre à l'étranger. Voilà. Après, ils peuvent utiliser le fait qu'ils sont à l'étranger pour continuer à faire un stage à l'étranger, dans une entreprise étrangère. Ça se fait. On a aussi des possibilités de demander des stages dans des entreprises françaises qui ont des antennes à l'étranger. Donc ça, il faut voir avec le Career Center, etc. Donc en tout cas, c'est possible de faire des stages à l'étranger. Ça peut être aussi dans des labos universitaires, puisque les labos de recherche de Supaéro ont aussi des liens avec des labos à l'étranger. Donc pareil, il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour si vous cherchez un stage à l'étranger. Donc oui, c'est possible. Avez-vous des liens avec l'école de l'air pour faire un échange avec eux sur un semestre? Alors que je sache, je ne crois pas qu'il y ait de... On a des liens avec l'école de l'air, oui, mais pas, je ne pense pas que ce soit pour faire des échanges. Là je sèche. Existe-t-il des parcours plutôt orientés maths info? Je dirais oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que d'abord, vous avez des électifs, donc comme vous le disiez tout à l'heure, très orientés mathématiques, d'autres très orientés informatiques, effectivement. Si on raisonne sur les domaines et filières de troisième année, donc en troisième année, il y a le domaine qui s'appelle modélisation des systèmes complexes et simulation. C'est un domaine de mathématiques appliquées, très clairement. Avec mathématiques appliquées, il y a aussi un cours de ce qu'on appelle HPC, High Performance Computing, donc sur du calcul parallèle. Donc c'est entre les mathématiques appliquées et l'informatique. Il y a une filière informatique télécom réseau, donc comme son nom l'indique, est orientée informatique également. Donc pour ceux que ça intéresse, oui, c'est possible de suivre des formations de ce genre-là. Par exemple en troisième année, mais aussi à travers les cours électifs de première et de deuxième année. Là, oui, alors après, les élèves peuvent-ils bénéficier de tarifs préférentiels dans le cadre de l'école pour les heures de vol pour passer le brevet de pilote? La réponse est oui, absolument. Je sais pas, vous avez passé le brevet de pilote, Jeanne? Non, j'ai beaucoup d'amis qui le font, mais je crois que c'est vraiment très avantageux. Oui, c'est vraiment, oui, je crois que là, pour le coup, ça défie toute concurrence, hein, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas après s'il y a d'autres questions. Je vois que, effectivement, il semblerait qu'il n'y ait plus trop de questions, donc on va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous. Merci Hugo et David pour l'intendance derrière, et Jeanne, merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir répondu aux questions. Et au revoir à tous, et puis peut-être à Supaéro l'année prochaine. Ouais. Au revoir. Au revoir.